Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Esther Benbassa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Alors on va revenir sur Europe Écologie Les Verts, sur la gauche, etc. Mais d'abord, une question sur la Turquie que vous connaissez bien. Dimanche, Ekrem İmamoğlu, un opposant à la politique d'Erdogan, a été élu maire d'Istanbul. C'est une première depuis plus de 25 ans. C'est une bonne nouvelle selon vous? Ah oui, mes amis ont fêté toute la nuit. Dimanche, vous savez que en mars, le parti de M. İmamoğlu, qui est issu de la social-démocratie avec une alliance avec le parti nationaliste İYİ et le HDP, à savoir les pro-kurdes qui avaient voté pour leur parti, mais ce parti ne pouvait pas se présenter aux élections directement. Et donc c'est une très très bonne nouvelle parce que le dirigeant actuel qui a mis la main sur le pays et qui le dirige avec une main de fer et met beaucoup de monde en prison pour quasiment aucun délit, il a perdu. Il a été en plus maire entre 1994 et 1998. Il a perdu, c'est fâcheux pour lui parce que ça peut être la descente aux enfers. Istanbul présente un tiers du PIB. Et la caisse enregistreuse. Oui, bien sûr, c'est par là que l'argent, n'est-ce pas, ruisselle vers le privé, vers les soutiens de Erdogan. Et c'est vraiment une caisse enregistreuse. Et aujourd'hui, il a perdu ce fief et enfin, il a fait une erreur politique grave. Monsieur İmamoğlu avait gagné avec 13 000 voix d'écart. Il a tout fait pour annuler ces élections et les Istanbuliotes ont pris ça très très mal. Déjà, l'économie va mal et quand l'économie va mal, la Turquie va très mal. Et là, les Istanbuliotes ont témoigné par ce nouveau vote leur opposition au régime d'Erdogan et il a gagné le nouveau maire qui a une certaine bonhomie, qui est rond, qui est bienveillant, a gagné à 54%, même un tout petit peu plus que 54%. C'est une excellente nouvelle et des intellectuels, des progressistes, des jeunes attendaient cette nouvelle avec impatience parce que là, vraiment, c'est le début d'une nouvelle ère qui peut commencer. Alors, vu de France, on avait un peu l'impression que Erdogan il était tout puissant. C'est le début de la fin pour lui, ou alors vous pensez qu'il a d'autres cordes à son arc? La dictature, la peur, la persécution, et les industriels qui le soutiennent, le monde de la finance le soutient. Mais jusqu'à quand? Vu que l'économie va très mal et en plus Ankara n'est pas non plus, Ankara la capitale, n'est pas non plus entre les mains d'Erdogan. Ankara est la ville du Parlement, de la bureaucratie, des kémalistes, etc. Donc pour lui, les nouvelles se multiplient, les mauvaises nouvelles. Mais enfin, il faut ajouter aussi que son parti détient la majorité des districts d'Istanbul. Encore. Alors, je crois quelques 29 districts sur un peu plus d'une trentaine. Et donc, c'est assez problématique. Il va mettre des bâtons dans les roues. Alors, Samim Akgönül, un politologue turc, affirme que depuis que le début de la fin pour Erdogan, c'est quand il a commencé à devenir autoritaire à partir de 2011 et qu'à ce moment-là, l'Occident serait allé chercher un nouvel interlocuteur. Vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, oui.
je suis d'accord, mais enfin, l'Occident n'a pas cherché un autre interlocuteur. Hein. C'est pas l'Occident qui a mis M. Imamoglu au pouvoir, ou c'est pas l'Occident qui a fait voter les Stambouliotes. Franchement, là, c'était un ras-le-bol généralisé. Et moi, j'entendais ces gens depuis des années. Vous savez, moi, j'ai aidé pas mal d'intellectuels turcs qui fuyaient la Turquie à avoir, disons, la possibilité de séjourner en France. Et je connais bien le climat actuel. Moi, j'ai beaucoup œuvré pour que Osman Kavala, un grand intellectuel et financier, un grand mécène, qui avait aussi une maison d'édition où j'avais publié la traduction d'une partie de mes livres, vraiment une personnalité exceptionnellement ouverte, est en prison depuis quasiment 2 ans. J'ai écrit à M. Macron, j'ai écrit au ministère des Affaires étrangères, personne n'a pu rien faire, donc c'est pas l'Occident qui a cherché à remplacer Erdogan, l'Occident a fait profil bas parce que la France a de nombreux intérêts économiques en Turquie, qui va de Carrefour jusqu'à plein d'autres entreprises. Vous trouvez que la France et l'Union européenne en général est trop silencieuse vis-à-vis de ce qui se passe? Oui, trop silencieuse, oui. Et surtout que Erdogan, il a quand même infiltré la diaspora turque en France, qui a été son soutien, un soutien vigoureux quand même. Alors on revient en France maintenant. Qu'est-ce que vous inspire la stratégie du ni gauche ni droite d'Europe Écologie Les Verts? C'est la bonne stratégie? Écoutez, moi je ne dirige pas le parti. Toutefois, c'est pas le mot gauche qui compte. C'est pas, on n'est plus dans droite et gauche. Quand on dit pas de gauche, on parle de cette gauche dite gouvernementale qui a quand même été au pouvoir et qui a montré qu'elle n'était pas vraiment à la hauteur pour changer les choses dans ce pays. Mais ni droite ni gauche, oui, mais Europe Écologie est garante elle-même des grands principes de gauche. Justice sociale, lutte contre la xénophobie, soutien des minorités sexuelles, religieuses, ethniques, la lutte contre la fraude fiscale. Et nous sommes pas seulement environnementalistes, nous ne nous battons pas seulement pour que la pollution cesse, qu'on arrête le réchauffement climatique, c'est le jour pour le dire, vu la chaleur, qu'il y a un vrai réchauffement climatique, le droit de la nature, la protection de la biodiversité, la lutte contre le nucléaire, contre les énergies fossiles, contre les voitures à diesel, etc. Mais l'écologie politique, c'est un ensemble. Moi, je ne crois pas que le fait de ne pas dire gauche signifie que nous avons tout laissé tomber et que nous sommes entrés dans une économie de marché. Non, nous ne sommes pas pour les kolkhozes, c'est vrai, mais nous sommes pour une politique, disons, d'ouverture, mais pas pour le marché libre. Un marché régulé, oui, mais pas libre. Et moi, je dirais, je n'ai pas de complexe pour prononcer le mot gauche. Pour moi, c'est pas un tabou, mais aujourd'hui, le mot gauche est surchargé de négativité, et moi j'ai utilisé dans un article que j'ai publié la semaine dernière à mon nom, j'ai utilisé la maison commune écologique et sociale. Nous pouvons préparer avec ce qu'on appelait la gauche, entre guillemets, nous pouvons préparer cette maison commune et jeter les bases d'une alternative écologique et sociale pour l'avenir. Il faudrait à ce moment-là que l'écologie soit centrale. Et moi, j'insiste, et c'est la ligne que nous partageons avec David Cormand, qui est le secrétaire
national de LV, que bien sûr il y aura lors des élections municipales, il y aura naturellement des rapprochements, comme ça a été toujours le cas, au premier tour, mais plutôt au deuxième tour, dans les grandes villes, au deuxième tour, et que ces alliances vont se faire par elles-mêmes, ces regroupements, appelons ça comme ça, vont se faire par eux-mêmes, mais après, dans une deuxième étape, il faudrait aller de l'avant et essayer de faire un projet commun, écologique et social, avec non seulement la société civile, les associations, les ONG, mais aussi avec les formations, les mouvements, pour aller de l'avant. Moi, je dis pas d'alliance ni à l'extrême droite, ni avec les macronistes, ni avec la droite. Ça, c'est quand même la ligne rouge qu'il faudrait respecter. Et je crois que David Corman est également de mon avis. Et alors du coup, vous parlez de maison commune. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un candidat unique de la gauche et des écolos, voire des associations et des syndicats, pour la présidentielle 2022 ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Faisons ça étape par étape. Mais moi, je suis une femme d'ouverture, mais j'ai mes lignes rouges. Alors, ces lignes rouges ne doivent pas être dépassées, à savoir qu'on ne fait pas d'accord avec les partis productivistes qui défendent l'économie libérale tous azimuts. Voilà. Et enfin, cela ne signifie pas non plus que nous voulons revenir au marxisme. Non, on peut se mettre avec les forces dites non marxistes et aller de l'avant. Il y a Génération, il y a d'autres... aussi, hein, peut-être. Peut-être, mais on verra. Vous êtes dans un groupe où il y a des... Oui, moi je suis rattachée, c'est vrai, moi je les respecte, je n'ai absolument pas de reproches à faire, je respecte l'idéologie des autres, le moment venu, pourquoi pas. Si la perche est tendue et que cette perche est attrapée par les Verts, moi je dis restons modestes face aux résultats. Nous avons fait de très bons résultats, nous avons le droit de nous en réjouir, mais restons modestes parce qu'on avait eu dans le passé quand même plus de 16% de votants pour nous. Maintenant, nous avons eu 3 millions de votants. À l'époque, on avait eu aussi beaucoup de votants. Néanmoins, après, l'avenir de LV n'a pas été, disons, très prometteur. Aujourd'hui, ne faisons pas les mêmes erreurs que dans le passé et j'invite mes collègues à aller dans ce sens. J'ai une dernière question, Esther Benbassa. La démocratie chez les Insoumis, après ce qui s'est passé ce week-end à la Convention nationale, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, je vais être franche. Moi, j'ai fait plusieurs plateaux ce week-end avec des membres de la France Insoumise. Écoutez, moi, je ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur. D'ailleurs, quand on m'a posé la question sur les plateaux, j'ai dit qu'il fallait s'adresser aux personnes qui sont dans le parti. Moi, je partage nombre des points importants de la politique que met en avant la France Insoumise. D'ailleurs, souvent, ce sont des militants de la France Insoumise qui disent que je suis compatible avec la France Insoumise. Moi, vous savez, j'ai des points de divergence importants. Moi, je suis une cosmopolite, je suis pour le fédéralisme européen et je crois que, en partie,
le mauvais score est lié aussi à cette confusion autour de l'Europe. Je suis également pour qu'il y ait plus de démocratie interne, qu'il y ait le droit à dire non, qu'on ait que les militants aient aussi de temps à autre le droit de dire non. Et je ne suis pas adepte du populisme. Alors, écoutez, moi, je ne vais pas juger la politique interne du parti, mais moi, j'ai un vœu. Ne laissons pas toutes ces formations allant de l'extrême gauche à la gauche périr, parce que ça ne profiterait à personne, puisque aujourd'hui, ne pas aider cette gauche, entre guillemets, à se relever, ça signifie aussi laisser à l'AREM tout le pouvoir et se diriger lentement vers un parti unique. Voilà, nous avons parlé de la Turquie. Je peux vous dire que le parti unique est l'ennemi numéro 1 de la démocratie. Alors je suis pour la démocratie, voilà, les opinions s'expriment, c'est vrai, on peut ne pas les partager, mais il faut qu'il y ait une pluralité et les extrêmes sont toujours très mauvaises aussi. Merci beaucoup Esther Benbassa. Merci à vous.